Bonjour à tous, et si on parlait d'Europe, de ce vieux continent dont on dit qu'il est à la croisée des chemins, de son avenir, à quoi va-t-il ressembler, quel sera son visage le 9 juin prochain? 360 millions d'Européens sont appelés à élire leurs députés, 720 au total pour 5 ans, dont 81 députés français. La France, qui est d'ailleurs le pays le mieux représenté au Parlement, derrière l'Allemagne. Alors qui sont les candidats de Nouvelle-Aquitaine? À quoi aspirent-ils? Que défendent-ils? Bienvenue donc dans Européenne, moi candidat. Et bonjour à vous, Stéphanie Onfray. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, vous êtes conseillère municipale et régionale. Vous habitez près de Bordeaux. Vous avez rejoint la liste du Parti socialiste et de Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann. L'Europe qui nous semble si lointaine et qui pourtant joue un rôle essentiel dans notre quotidien. Que dites-vous? C'est quoi votre Europe? Stop ou encore? C'est encore. Nous sommes une liste menée par Raphaël Glucksmann, une liste pro-européenne, une liste qui va promouvoir et qui promeut une Europe synonyme de justice sociale, une Europe qui protège et une Europe qui est résolument écologique. Alors pour aller plus loin, nous avons choisi 4 grands thèmes qui préoccupent effectivement les habitants de notre région. Et le premier, c'est évidemment l'agriculture. Pourquoi? Parce que la Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région agricole de France. On s'en souvient, vous vous en souvenez certainement, de ces tracteurs qui ont défilé jusqu'à Paris, de cette colère aussi des paysans d'Europe, de ces agriculteurs qui se disent écrasés par les normes et qui en début d'année ont rallié la capitale. L'Europe, elle est déconnectés, selon vous, de la réalité de leur quotidien? Alors, effectivement, aujourd'hui, notre agriculture et surtout les agriculteurs sont en souffrance. C'est une réalité. Et le modèle que propose l'Europe actuellement, c'est-à-dire la PAC que nous avons refusé, cette nouvelle PAC, en fait, c'est un modèle qui est aujourd'hui à bout de souffle. Pourquoi? Parce qu'elle est à l'origine de la misère des paysans? En fait, cette PAC, quand on regarde, c'est le symbole du néolibéralisme. C'est une PAC qui aujourd'hui ne protège ni les agriculteurs, ni les consommateurs. On se retrouve avec des consommateurs qui payent plus et des agriculteurs, finalement, qui aujourd'hui, en fait, ont des revenus de plus en plus bas pour certains d'entre eux. Oui, mais Stéphanie Onfray, cette PAC dont vous parlez, c'est le premier budget d'ailleurs, c'est un tiers du budget européen, et les agriculteurs français sont les premiers bénéficiaires. C'est 10 milliards d'euros par an. C'est pas suffisant? La question, en fait, c'est comment sont réparties en fait ces aides. Et on a, comme je l'ai dit aujourd'hui, quelque chose de profondément inégal. On a 80% des aides qui vont à 20% des agriculteurs. Et c'est cela qu'il faut changer aujourd'hui. Alors on fait quoi justement? Alors nos propositions, en fait, première chose, c'est la question en fait des revenus, d'avoir des agriculteurs en fait qui vivent de leur travail. Et premier élément, c'est aussi la question de la justice sociale, c'est-à-dire de mettre fin à ce système de l'hectare qui favorise les plus gros. Oui, une prime potentiellement aux premiers hectares, mais il faut en fait une prime notamment par exemple à la question de favoriser l'installation. On va avoir un enjeu très très fort à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe, c'est la question aussi du vieillissement des agriculteurs. 1 sur 4 agriculteurs part à la retraite d'ici 2030. Exactement. Donc, c'est aussi que ces aides favorisent l'installation, favorisent aussi la formation de ces agriculteurs, de ces jeunes agriculteurs, ou moins jeunes dans tous les cas, de ceux qui s'installent. Et puis, c'est aussi, autre élément, une agriculture qui est un pilier clé de la transition écologique, de la bifurcation même. Alors ça, on va y revenir dans un instant, mais je voudrais qu'on reste sur ces agriculteurs qui se plaignent aussi de la concurrence déloyale des produits importés qui ne répondent pas aux mêmes normes et qui sont donc moins chers à l'arrivée. Je pense à quoi? Au poulet ukrainien, on l'a vu ces derniers temps. Je pense aussi à la tomate, pas très loin de chez nous. Elle est 1 euro moins chère en Espagne parce que les Espagnols produisent plus et à moindre coût. Et puis si on va un peu plus loin, en Nouvelle-Zélande avec cet accord avec l'Union européenne qui inquiète les producteurs de lait. Comment on fait? Il faut mettre fin à ces accords-là?
En fait, nos députés, en fait, ont voté contre ces accords. Vous parliez de celui de la Nouvelle-Zélande, c'est un exemple. Ce que l'on réclame aujourd'hui, ce sont des accords miroirs, des clauses miroirs. Ça veut dire quoi concrètement? Et ça veut dire quoi concrètement? C'est que notamment, en fait, pour mettre fin à cette concurrence, c'est que cette clause miroir inclut notamment du donnant-donnant. C'est-à-dire que si nous avons ces normes-là, eh bien, il faut que les produits qui rentrent répondent aux mêmes normes. Ça, c'est un élément. Autre élément, mettre fin à cette concurrence qui est donc, que vous pointez, que vous expliquez la concurrence déloyale. Autre point, c'est les prix planchers, là aussi. Il faut des prix rémunérateurs. Et puis, refuser la spéculation des matières premières. Raphaël Glucksmann l'a souligné à de multiples reprises. Il faut mettre fin à certains éléments, enfin en tout cas refuser certains points des règles imposées par l'OMC. Notamment, il faut pouvoir faire des stocks parce que ces stocks permettent de réguler les prix. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'environnement, on y arrive justement, parce que la colère du monde paysan, eh bien, elle a rebattu les cartes, elle a amené à une révision de la PAC, et en gros, les députés, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé en mars dernier une partie des critères environnementaux. Elle est où l'écologie là-dedans? C'est fini, on n'en parle plus? Et justement, c'est ce qui a été rediscuté. En fait, ce n'est pas le volet d'ailleurs justement social. En aucun cas, on est revenu sur, je dirais, des prix qui allaient permettre de vivre décemment aux agriculteurs. Par contre, on a en fait détricoté, attaqué tous les éléments qui correspondaient en fait à la lutte pour, je dirais, le maintien d'une biodiversité, à la santé et à la santé des agriculteurs au premier chef, comme celle des consommateurs. Là aussi, l'agriculture, il faut qu'on en soit tous conscients et convaincus, et notamment par le biais de l'agroécologie. C'est un moyen de lutter contre nos problématiques environnementales, et donc les agriculteurs ont un rôle clé à jouer. Alors, quid plus généralement du pacte vert, ce fameux Green Deal dont on parle beaucoup, qui est la cible de nombreuses attaques. C'est en gros la feuille de route des 27 pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et on le voit, il est l'objet de nombreuses attaques. Le projet phare de baisse de 50% de l'usage des produits phytosanitaires d'ici 2030 a été retiré. Ça veut dire quoi? Si on ne le fait pas demain, il faudra le faire dans 5 ans et les normes seront encore plus strictes? Alors, c'est là, tout à l'heure, vous disiez en propos introductif que ces élections, elles étaient historiques. Ouais. Et effectivement, elles le sont. Elles le sont dans le sens que nous avons véritablement à prendre notre avenir en main en matière de climat, en matière d'environnement, en matière de justice sociale ou en matière de défense. Oui, mais comment fait-on si à chaque fois on recule? Là, il ne faut pas reculer, justement. C'est que nous, vous l'avez dit, c'est 81 députés. Si les socialistes, le groupe sociodémocrate pèsent, ça veut dire que sur la question environnementale, on va avancer. Et donc, véritablement, pour nous, c'est revenir sur ce pacte vert. L'écologie, à l'échelle européenne, c'est le bon échelon. Et vous prenez justement une révolution écologique. Ça passe par quoi très concrètement? Vous avez un exemple ou deux? Oui, tout à fait. Alors, avant de vous donner ces exemples, je vous dirais que le bon échelon, pourquoi? Parce que, en fait, à l'échelle européenne, notre objectif, parmi nos actions, c'est de mieux vivre. C'est de mieux respirer. Mieux respirer, ça va passer, on en parlera sans doute tout à l'heure, les transports. C'est la question de mieux manger, le lien avec l'agriculture. C'est la question de mieux produire mieux également. Et donc, ce mieux vivre, ça va passer, par exemple, par l'Europe du train. On veut faire de l'Europe un modèle en matière de train. Ça nous amène au transport, justement. Ça va nous amener au transport. Mais ça rentre dans la question du climat. Voilà, lutter efficacement contre le réchauffement et y faire face. C'est la question de la rénovation des bâtiments. Et bâtiments, ça va de nos logements, et l'Europe peut avoir un levier d'action, mais ça va aussi par les bâtiments publics. Et je prendrai l'exemple des écoles, notamment, qui sont de véritables aussi passoires thermiques, voire bouilloires en plein été. Au printemps, puisqu'en été, nos élèves ne sont plus en classe, mais au printemps, on le sait qu'avec les pics de canicule que nous avons en mai, juin ou en septembre, c'est aussi la question de protéger la santé. Vous parliez tout à l'heure de produits. Il y a des produits qui sont dans notre alimentation qu'on doit interdire. Il y a des produits agricoles aussi qu'il faut, notamment les produits tueurs d'abeilles. Alors je reviens justement au transport parce que on le voit bien dans la région, on est désormais à 2 heures de Paris avec la LGV qui permet de connecter les grandes métropoles au sein de l'Union européenne. On en sait quelque chose. Il y a aussi la prochaine Bordeaux-Dax-Toulouse.
Et les petits trains du quotidien, on en fait quoi? L'Europe, elle s'y intéresse pas vraiment, alors qu'ils permettent à de nombreux habitants, qui sont souvent en zone rurale, d'aller travailler au boulot le matin. Alors, pour notre liste, justement, l'Europe du train, en fait, cela prend différents axes. Ça va de l'Europe, justement, des trains du quotidien. Et là-dessus, justement, l'Union européenne, elle a des leviers, justement. Donc, les trains du quotidien. Et notamment le désenclavement des zones rurales. Tout à l'heure, on parlait du malaise du monde agricole, mais c'est aussi un malaise du monde rural. C'est les problématiques de mobilité, c'est les problématiques de logement, par exemple, et c'est les problématiques de services publics. Et sur tous ces items, l'Europe, elle peut agir. Je reviens au train. Train pour désenclaver, train du quotidien, à l'exemple aussi bien de lignes à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine que le RER métropolitain, mais c'est aussi des intercités. C'est aussi, puisque la concurrence, le rail, il doit y avoir un report modal. Et pour cela, ça passe forcément aussi par le gain de temps. Donc il faut des autoroutes aussi ferroviaires. Et il faut des trains de nuit, parce que si on veut concurrencer l'avion, il faut des trains de nuit et il faut du fret. Le fret pour enfin avoir le report modal. Ce fret, on va peut-être en parler parce que justement, vous le savez, l'Europe, elle a ouvert la voie, la circulation, j'allais dire, aux méga camions. Ils sont déjà autorisés, on va le voir sur cette carte, hein, regardez. Partout, un peu partout, j'allais dire, dans le sud, en Espagne, et puis notamment sur l'Europe du Nord. On le voit, la France est encore un îlot assez préservé, mais pour combien de temps, c'est toute la question. Vous êtes pour ou contre les méga-camions? Nous sommes contre, résolument. Si on veut l'Europe du train, une Europe justement qui fasse ce report modal aussi bien de nous passagers que nous abandonnions notre voiture ou l'avion, mais aussi pour les marchandises. Aujourd'hui, c'est une réalité, malheureusement, 75% des marchandises passent en fait par la route. Parce que les partisans disent des méga-camions, finalement, il y aura moins de pollution sur la route parce qu'on en mettra beaucoup plus dans nos véhicules, et donc finalement, on polluera moins. Mais non, c'est qu'en fait, il faut développer des transports qui sont décarbonés. L'essentiel de l'émission des particules passe par le transport routier, qui soit, on va dire, de véhicules légers ou de véhicules lourds. Donc, décarboné, c'est le train. Imaginez, le train, c'est que 0,4% des émissions, en fait, au total. Donc, c'est la solution. Et le fret, autre élément, c'est le lien avec l'industrie. Donc, ça veut dire que vous, au sein du Parti socialiste et de Place publique, vous allez prôner ce développement du fret. Oui, du fret, tout à fait. Et véritablement, parce que la France d'Emmanuel Macron ou celle au niveau européen que nous avons, l'Union européenne, soi-disant promeut le fret, mais ce n'est pas une réalité. Nous, véritablement, c'est une Europe du fret. Et si on promeut le train à toute échelle, quotidien, autoroute ferroviaire, fret, ça signifie qu'il faut aussi une industrie ferroviaire. Et ça aussi, c'est un enjeu. Dernier thème, Stéphanie Anfray, l'émigration. On en parle beaucoup, le vieux continent, on le voit, est le théâtre d'une montée inédite des nationalismes et des pays d'extrême droite, des partis d'extrême droite. Ils sont d'ailleurs en tête des intentions de vote dans 9 pays de l'Union européenne, et c'est aussi le cas en France. D'abord, l'immigration pour vous, c'est quoi? C'est une chance ou une menace? L'immigration, c'est un besoin et donc une chance. Voilà, pour l'Europe. C'est une réalité. Il faut qu'on ait en tête qu'on est dans une augmentation depuis à peu près une vingtaine d'années de l'immigration de manière linéaire, que ce soit par exemple en France. Et qu'on ait aussi en tête de se dire qui sont en fait les migrants aujourd'hui, majoritairement, si on regarde les titres de séjour, c'est en 1 les étudiants. En 2, en fait, ce sont les migrants liés au travail. Et en 3, malheureusement pour eux, c'est ceux qui sont obligés de fuir parce qu'ils sont victimes de guerre et de persécution. On a une approche qui est humaniste et réaliste. Alors, le pacte asile et immigration a été voté par l'ensemble des députés il y a quelque temps. Raphaël Glucksmann, votre mentor, j'allais dire, au sein de la liste, ne l'a pas voté. Est-ce que vous n'êtes pas en décalage, malgré tout, avec l'opinion publique qui souhaite organiser l'immigration ? Alors, ce pacte, effectivement, les députés socialistes et Place publique ont voté français, ont voté contre, parce que pour eux, pour nous, c'est une occasion manquée face aux enjeux en matière d'immigration auxquels nous sommes confrontés. Mais alors, on fait quoi pour éviter ces drames ?
Eh bien, justement, là aussi, on a des propositions. La première chose, c'est que l'Union européenne, d'abord, vous l'avez dit, de nouveau historique, les élections, c'est-à-dire la question de la montée, de proposer une Europe qui n'est pas celle du nationalisme, de proposer une Europe qui est humaniste. Et donc, c'est cela, pour nous, l'Europe, ce n'est pas l'Europe des barbelés et des murs. Donc, pas de nouvelles frontières. La question, c'est comment on va organiser et comment on protège. Alors, comment vous les protégez? Alors, première chose, on a un devoir de sauver. La question de mettre fin à de l'indignité, ça c'est la première chose. Ce n'est pas possible en Méditerranée de voir le nombre de morts, d'hommes, de femmes, d'enfants dans cette Méditerranée multiplié par 2 en un an. Donc ça, c'est le devoir de sauver. Et ça veut dire revoir le fonctionnement de Frontex. Deuxième élément, c'est mettre fin à l'externalisation de la gestion de la migration. Ça, c'est aussi un autre élément. Vous savez, depuis la guerre en Syrie et l'arrivée et en Irak et l'arrivée de réfugiés, on a commencé à massivement externaliser. Donc, il faut mettre fin à cela et il faut un espace. Ça aussi, une question d'harmonisation. Il faut mettre en place un espace européen de demande d'asile, mais bien évidemment par le haut, c'est-à-dire en lien avec la Convention de Genève. Et il faut aussi avoir ce principe de solidarité. Ce n'est pas possible que ce soit toujours les pays d'accueil qui se retrouvent à gérer en fait les choses. Et le pacte asile-immigration, le nouveau, ne répond absolument pas à cela, puisque notre président hongrois, oui, il mettra sa part, mais c'est en mettant potentiellement des barbelés. Ce qu'il a fait, il a mis un mur il y a quelques années de cela. Stéphanie Onfray, si vous êtes élue au Parlement européen, dans le groupe des sociaux-démocrates. Ce sera donc la deuxième force politique, normalement, derrière les conservateurs du PPE. Quel est pour vous le défi majeur de cette élection en juin prochain? En quelques mots. Défi majeur, je crois qu'il y en a plusieurs, parce que le chantier, il est énorme. C'est d'abord la social-écologie. Premier élément, c'est-à-dire relancer le pacte vert et que l'Union européenne incarne la solidarité et l'écologie. Deuxième élément, c'est un enjeu en matière de défense et de sécurité. L'Europe doit protéger. Et dernier point, c'est que cette Europe, il faut absolument qu'elle soit plus juste, plus humaniste et plus féministe. Et c'est le mot de la fin. Merci Stéphanie Onfray. Merci à vous.